propose de débuter par une séquence dédiée aux chercheurs. Des chercheurs que l'ANRU a souhaité installer en introduction des réflexions de cette journée. Le signe de la volonté affichée et réaffirmée ce matin par Anne-Claire Mialot de renforcer le lien de l'agence avec la recherche. 4 jeunes chercheurs qui sont installés au premier rang ont donc accepté de se livrer à l'exercice pour le moins périlleux d'une présentation de thèse en 300 secondes. Je vous rassure, c'est 300 secondes chacun. Ils nous rejoindront dans quelques instants, mais avant, et pour vraiment commencer, je vais inviter un autre chercheur, Tommaso Vitale, sociologue et doyen de l'école urbaine de Sciences Po Paris, à me rejoindre sur scène, pour que Tommaso, vous nous aidiez à penser les enjeux de la déségrégation sociale en milieu urbain, car tel est le titre de votre keynote. La parole est à vous. Merci beaucoup. Bon après-midi à toutes et à tous. Je suis très touché d'être là. Ça me fait vraiment plaisir. J'ai une grande admiration des personnes qui sont là, de ce côté comme de votre. Et j'essaie d'introduire l'après-midi sur un aspect qui nous laisse toujours humbles et un peu en silence, car toucher à la ville, faire de l'ingénierie sociale, essayer en termes intentionnels de déségréger des quartiers, c'est quelque chose d'extrêmement difficile. C'est difficile, c'est dur, on peut faire des erreurs, on peut avoir des effets négatifs qu'on voit sur le moyen et long terme. Donc on doit être humble, mais aussi reconnaître que, comme toutes les formes d'intervention politique sur la société, essayer de réduire la ségrégation d'un quartier, c'est quelque chose qui est interprété. Donc il y a un effort à faire et à mesurer les résultats. Et il y a un combat politique qui se passe par les discours où différentes visions du monde essayent d'interpréter qu'est-ce qui se passe. Petit rappel, la première fois que je suis arrivé en France pour étudier un peu, il y a 25 ans, je disais que j'ai travaillé un peu sur la déségrégation dans les villes européennes, surtout en Italie, et que j'ai été très attentif aux questions de mixité sociale. Tout le monde était très fasciné et me disait « bravo, c'est bien ». Je suis revenu invité en 2006 à Lyon et à Paris. Je disais plus ou moins la même chose, car je n'avais changé rien. Et tout le monde me disait « ouh là là, la mixité sociale, il ne faut pas, il y a 2 choses dont il ne faut pas parler, le voile et la mixité ». Donc, surtout pas pendant un dîner, surtout pas lorsque vous êtes à la gym. C'est ça. C'est la promesse que je fais d'être rester 1 minute en silence, un peu humble, c'est important. Bien évidemment, faire une ville, c'est pas mal. Le grand rêve de faire une ville nouvelle, de penser à des nouveaux quartiers, de bien tenir en compte le balance de la politique du peuplement, c'est pas simple, mais c'est pas trop difficile. Mais refaire la ville, travailler sur ce qui existe pour déségréger, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué. Ce n'est pas un problème français, ce n'est pas un problème européen, c'est un problème qui caractérise l'ensemble des villes du monde et qui nous fait beaucoup réfléchir. La recherche sur la ségrégation urbaine est presque synonyme de recherche sur la ville. Elle a une longue histoire à partir du début du XXe siècle, où la ségrégation était pensée un peu comme naturelle, comme propre à la ville, et avec de vrais mouvements intellectuels à partir de la Deuxième Guerre mondiale pour
faire des efforts pour comprendre les effets positifs et négatifs de la ségrégation et pour penser des possibilités de déségrégation. Mais dans les dernières 50 ans, la recherche comparative sur la ségrégation est devenue très importante, très légitime. C'est un des rares secteurs des sciences sociales où on peut dire qu'on a des résultats solides, qui sont des résultats cumulatifs. Et à partir des années 90, la recherche sur la déségrégation, donc sur les politiques à niveau individuel et de quartier pour augmenter le mix social, c'est un véritable et important champ de recherche. Ce champ de recherche est traversé par un important clivage. C'est le clivage entre les pays, on peut dire, continentaux, avec une tradition, on peut dire, dans le sens large, social-démocratique, et un très fort État-providence, et une capacité forte des villes et des territoires de discuter et se coordonner, voire avoir des tensions génératives avec l'État pour penser des politiques sociales. Et de pays, surtout les pays anglo-saxons, plus libéraux, où l'État est plus en retrait et a laissé plus de place au marché pour conduire, tirer, piloter les politiques publiques de déségrégation. Les premières politiques publiques de déségrégation, effectivement, ont été tentées dans des pays anglo-saxons. C'est une histoire importante, commencée dans le dur aux États-Unis et développée aussi fortement au Royaume-Uni. Et c'est une histoire de tentative de réduire une ségrégation qui n'est pas seulement socio-professionnelle, qui n'est pas seulement liée aux revenus et au style de vie, mais c'est beaucoup lié aussi aux couleurs de la peau et à l'héritage de politiques guidées par l'État de ségrégation sur une base ethnico-raciale. Les tentatives de déségrégation ont été surtout tirées par des mécanismes d'incitation individuelle. To move towards opportunity. J'essaie de donner aux individus qui peuvent, mais qui ne peuvent pas complètement par rapport au marché, des instruments de défiscalisation ou de l'argent direct ou des instruments variés pour aller ailleurs. Des politiques qui essayaient de faire partir, réduire le nombre de pauvres et d'augmenter la mixité vers le bas dans des quartiers plus affluents, plus riches. Ces politiques ont été critiquées dans leurs effets pour deux raisons. Elles ont été critiquées avec une critique de l'instrument, c'est-à-dire l'instrument n'est pas bien adapté, les formes de targeting pour repérer les bonnes personnes, et une critique sur les effets de la déségrégation, et notamment un risque d'expulsion, trop de places au marché, des profits augmentés par les promoteurs immobiliers et, on peut dire, une captation de la politique par rapport à des intérêts immobiliers qui avait changé la direction des effets par rapport aux objectifs. Cette critique a été ensuite un peu modérée, car les politiques de ségrégation, même dans les pays anglo-saxons, ont en partie appris à réduire les effets d'expulsion et de gentrification, au moins jusqu'à la crise immobilière des années 2008-2012.
Le problème, c'est que dans d'autres pays où l'État est plus fort, des pays continentaux, par exemple d'Europe continentale, où la ségrégation n'a jamais touché les niveaux quantitatifs et qualitatifs des pays anglo-saxons et notamment des États-Unis, et où la dynamique immobilière est plus réglée par l'État, cette critique, quelquefois, a été emportée et reproduite sans trop pousser l'analyse empirique. Les tentatives de déségrégation dans les pays continentaux, si on prend le Pays-Bas, l'Allemagne, l'Italie, la France et en partie l'Espagne, beaucoup la Belgique, sont des politiques qui ont essayé de réduire un peu la concentration des pauvres, mais aussi beaucoup essayé d'augmenter la mixité dans des quartiers de relégation des très riches. Ce sont des politiques qui ont essayé, vers le haut et vers le bas, de faire de la mixité sans penser tout de suite le transfert forcé de population. Dans ce pays, la critique, qui est une critique de eviction, de pousser dehors, ou de gentrification, de substituer la population, était une critique un peu plus présente, mais, faible sur le plan empirique, et en même temps intéressant pour essayer de suivre la mise en œuvre des politiques et, pas à pas, par rapport à la critique, essayer de réduire les effets distorsifs qui pouvaient émerger. Mais il y a eu une autre critique très forte contre les politiques de déségrégation. C'était une critique sur le fait que la déségrégation n'allait pas garder sa promesse de faire monter vers le haut les pauvres, de favoriser des rapports presque d'amitié entre classes sociales et d'autres éléments liés à l'interaction entre individus. Effectivement, les politiques de déségrégation ne sont pas la solution pour revenir à un modèle mythique de ville apaisée et où l'interaction entre personnes avec différentes ressources, niveau de scolarisation et couleur de la peau, statut juridique, religion, ethnicité était, dépassée. Non, la déségrégation est une politique délicate finalisée à réduire les effets négatifs de la ségrégation. Les effets négatifs de la ségrégation, on peut dire, dans des quartiers où, on l'a plus ou moins estimé dans plusieurs villes d'Europe, il y a une concentration de plus de 40% de personnes qui sont pauvres, qui a des effets très négatifs en termes d'attente et de qualité de vie des personnes, et l'idée de réduire la ségrégation des très riches, car ça a des effets négatifs en termes sociaux, car réduit la possibilité d'avoir une distribution plus homogène de personnes avec pouvoir qui se mobilisent pour la qualité des biens collectifs de leur quartier. Face à ce processus, la recherche aujourd'hui se concentre sur des thèmes importants. Aujourd'hui, elle est très détachée par rapport à la critique idéologique de la déségrégation. On focalise sur les réalités des formes de déségrégation agies. On essaie de mesurer les effets
on essaie de comprendre quels sont les mécanismes qui ne sont pas liés à la structure résidentielle, et donc notamment les questions d'école et du rapport entre public et privé dans l'offre d'écoles primaires et secondaires, et les questions d'accès à des services essentiels, notamment de santé, mais aussi de transport public. Mais la recherche aujourd'hui fait quelque chose encore plus. Elle regarde avec beaucoup d'attention les formules de déségrégation qui ont essayé de sortir du combat un peu trop fort et trop idéologique entre on garde des forts niveaux de ségrégation car ça permet à tous les pauvres de rester et de s'aider entre eux, et on fait une déségrégation par décret très forte où on bouge les personnes sur un modèle de calcul et ingénierie sociale totale. En fait, aujourd'hui, on regarde un peu plus les expériences concrètes qui, plus ou moins, au moins celles qui donnent des résultats les plus intéressants à 5 et 10 ans, mesurés en termes de niveau d'emploi, niveau d'éducation et niveau du crime et niveau de santé publique, sur un indicateur important, c'est des politiques qui parlent de petite échelle de la ségrégation, c'est-à-dire le fait d'avoir des micro-quartiers homogènes dans des arrondissements, on peut dire dans des quartiers à échelle moyenne, hétérogènes. L'idée que, sur le plan empirique, ce qu'on a observé, c'est que plus on est capable de varier les échelles et de penser pas un mix complètement construit par décret et pas, comment dire, tomber sur une défense de la ségrégation comme une tentative de se protéger des effets négatifs d'une arrivée d'excès de logique de la rente immobilière et de l'expulsion, plus on est réaliste, plus on se attache à regarder de près la possibilité de petites formes de homogénéité sociale à petite échelle, dans des quartiers à grande échelle plus hétérogènes, et plus on peut voir que des effets négatifs, par exemple le départ de la classe moyenne supérieure des formes d'école publique, ou le départ de certaines populations expulsées pour une augmentation des prix du commerce et de l'immobilier, sont modérés. On n'a pas la possibilité aujourd'hui de conclure un petit speech comme le mien avec des idées très claires de régulation. On peut dire que plus on joue la clé comparative, plus on rentre dans les détails, plus on observe les limites des interventions fondées sur incitation individuelle ou sur le travail dans la restructuration des quartiers. Et plus on fait ça, et plus on s'approche à une idée qui est une idée de dialogue social fort sur des formules qui suivent des principes, mais qui en même temps sont négociées projet par projet, quartier par quartier, ville par ville. Merci beaucoup.